Et oui, je crois que on est presque tous épuisés par l'intérêt et l'énergie qui a été déployée dans toutes ces discussions et dans les exposés. Bon, donc je pense on va laisser Jean-Gabriel Ganassia tirer les conclusions, au moins de cet après-midi. Déjà, c'est déjà pas mal. Alors, voilà, merci de me donner cette rude tâche, hein, de conclure. Alors, j'ai préparé quelques transparents. Là, je vais essayer de les passer. Pour ça, il faut que j'essaye de partager mon écran. Alors, ça ne va pas être évident. Je vais voir comment je peux faire. Euh, euh, je vais voir si Ah oui, mais il faut d'abord que je mette les transparents. 2 secondes. Hein. Il faut que je mette les transparents en mode diapo et ensuite que je le partage. Euh, alors, voilà, hop. Hop, hop, hop. Alors, voilà, est-ce que vous voyez ma présentation PowerPoint là? Est-ce que vous la voyez? Oui. On la D'accord. voit. Oui. Voilà. Donc, j'ai voulu prendre différentes. 2 secondes. Hop, il faut que parce que j'ai des petits problèmes techniques chez moi parce que j'ai 2 écrans. Alors, je voulais commencer cette conclusion puisqu'on parle de traduction automatique, on parle de machines qui parlent, hein, on a parlé de chatbot tout à l'heure, hein, et de langue. Je voulais rappeler cet épisode, peut-être que vous en souvenez tous. Hein, vous arrivez à entendre un peu? Oui. Is one of humanity's greatest accomplishments, representing a democratic union of nations that are working together for the benefit of all. I am here to help humanity create a future. Alors, je ne vais pas passer jusqu'au bout la bande parce qu'elle n'est pas très intéressante. Simplement, l'épisode, vous en souvenez, hein, c'était un robot qu'on nous a appelé d'ailleurs de différents noms, en oubliant le nom français qui avait été introduit entre autres par Villiers-L'Isle Adam, l'androïde, qui prononçait un texte et on nous a dit que c'était quelque chose d'extraordinaire, que c'était la machine la plus intelligente qui existait à l'époque. Je crois qu'il est important de dire qu'il s'agit en réalité d'une escroquerie, d'une supercherie. En réalité, il y a 2 supercheries. Je vais commencer par la première et je terminerai par la dernière. La première supercherie, c'est que cet androïde ne parle pas. Plus exactement, vous avez entendu un discours, mais ce n'est pas elle qui le prononce. Elle ne fait que, disons, redire. En fait, c'est un discours préenregistré. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a permis de faire ce discours, c'est simplement un discours enregistré. Alors, quelles sont les techniques? Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il y a des techniques qu'on appelle la mécatronique, qui fait que vous avez un mouvement des muscles du visage qui laisse entendre que c'est la personne qui parle. Hein, et vous voyez, c'est un peu ça. Alors, je vais maintenant, je voulais, dans mon exposé, faire 2 choses. D'une part, très rapidement, j'irai beaucoup plus vite que ce que je pensais, faire une petite histoire. Alors, plusieurs d'entre vous ont rappelé l'histoire de la traduction automatique, mais je voudrais rappeler un certain nombre d'éléments techniques qui, je pense, peuvent être intéressants. Et puis ensuite, je reviendrai sur Sophia, et avant de revenir sur Sophia, j'introduirai un certain nombre d'éléments qui correspondent à ce que j'ai entendu cet après-midi, un certain nombre de commentaires sur ces éléments. Alors, première chose, donc, l'histoire de la traduction automatique, hein, c'est une histoire longue, hein, on nous l'a dit tout à l'heure. Alors, je l'ai appris d'ailleurs, hein, et j'étais très content parce que je ne savais pas que ça a commencé en Russie dans les années 30. Alors, moi, j'avais l'idée que c'était un tout petit peu plus tardif, que c'était dans les années 50-60, que des ingénieurs, et en particulier quelqu'un qui s'appelle Warren Weaver. Alors, je ne sais pas si vous savez qui c'est. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Claude Shannon sur la théorie de l'information, c'est-à-dire sur une théorie de la communication
technique, vous voyez, c'était les téléphones. Hein. Comment est-ce que l'on s'assure que le signal est optimal, hein. Et pour ça, on a transposé des concepts qui venaient de la physique, que l'on a introduits dans ce qui allait devenir l'informatique, mais qui à l'époque ne l'était pas encore, hein, puisque c'est 1945. Hein. Et très vite, vous voyez, en 1949, c'est-à-dire quelques années après, ils ont mis en place un projet qu'ils appellent Memorandum, qui avait pour but de faire de la traduction automatique. C'est important parce que ça veut dire qu'on suppose que la traduction, c'est la même chose que le transcodage. C'est ça l'idée. Vous voyez, c'est repris ensuite par un projet, The MT Experiment, Machine Translation Experiment, vous voyez, entre 52 et 54, un essai de traduction mot à mot avec une analyse syntaxique minimale. Et quand je dis minimale, en réalité, à l'époque, il n'y avait même pas d'analyse syntaxique. Très intéressant parce que vous voyez que c'est une vue uniquement technologique, sans pratiquement aucune connaissance linguistique à l'intérieur de ce processus. Voilà, hein, l'idée, c'est ce qu'on appelle la traduction par alignement, c'est-à-dire que vous prenez comme un mauvais élève un mot dans un dictionnaire et vous regardez son équivalent dans l'autre langue. Alors, quelquefois, vous utilisez le contexte avec des motifs et vous traduisez. Ça, bien sûr, ça a conduit à beaucoup d'échecs. Alors, je vais donner quelques échecs. Les homographies, par exemple, le fait que Jean prend la boule et la lance. Alors, on ne sait pas si c'est il prend la boule et ensuite il lance la boule, ou est-ce qu'il prend à la fois la boule et la lance, ou they can fish, qui peut vouloir dire à la fois ils mettent le poisson en boîte, où ils peuvent pêcher, etc. Donc c'est tout ça pour montrer les difficultés, sans compter les ambiguïtés pronominales qui sont extrêmement nombreuses. Et tout ça a été analysé par des linguistes en 1964 dans un rapport qui a été commandité par le Sénat américain. Et ce rapport a expliqué que ces efforts de traduction automatique étaient voués à un échec complet. Ça a conduit à arrêter tous les laboratoires de traduction automatique aux États-Unis. Alors, ça, bien sûr, on n'a plus fait de traduction automatique aux États-Unis. En France, il y a eu quelques laboratoires, mais on a arrêté. Et ensuite, donc, les gens se sont dit, mais on pourrait quand même essayer. Et là, ils ont décidé d'introduire des connaissances linguistiques à l'intérieur des processus de traduction automatique. Et à partir donc de la fin des années 60 et jusque dans les années 2000, on a essayé de complexifier les choses. Et on a mis des analyseurs lexicaux, des analyseurs syntaxiques, des analyseurs sémantiques, etc. Et vous voyez, l'idée, c'est qu'on passait d'une première étape de première génération qui était de la translittération, avec ensuite progressivement des analyses supplémentaires pour arriver à faire de la traduction automatique. Alors, tout ça, c'est très intéressant parce qu'on obtenait des résultats qui n'étaient pas extraordinaires, mais on arrivait quand même à faire des petites traductions. Et puis, à partir de 2005, il s'est produit un phénomène tout à fait extraordinaire. C'est une forme de régression. Parce que les laboratoires comme Google se sont rendus compte qu'ils étaient capables, avec l'énorme masse de données qu'ils utilisaient, de reprendre les principes du transcodage, mais de les appliquer sur de grandes masses de données. Alors, comment est-ce qu'ils faisaient ? L'idée, c'était de prendre ce qu'on appelle des n-grammes. Alors, les n-grammes, c'est quoi ? C'est des séquences de n mots qui se suivent. Et donc, chaque mot, on regarde, c'est une fenêtre glissante, les mots avant et les mots après. Et ensuite, on regarde la traduction. Donc, il faut des n-grammes et ce qu'on appelle les bitextes, c'est-à-dire des textes traduits dans une langue, enfin d'une langue dans une autre. Et donc, pour ça, on a commencé, les premiers qui ont fait ça sont des Canadiens parce qu'ils avaient des bitextes entre le français et l'anglais. Et puis ensuite, on a fait la même chose avec la communauté européenne. On a pris des bitextes de la communauté européenne et qui donc ont été utilisés pour entraîner ces outils. Donc, on a des systèmes de transcodage. Alors, la chose un peu étonnante, c'est que, alors je reviens à ce qui vient d'être dit ici, c'est que, bien évidemment, ces bitextes, ils sont à tout le monde, donc personne ne paye les traducteurs, il n'est redevable aux individus qui ont effectué ce travail de départ. Or, cet apprentissage, c'est une sorte de concentré. C'est-à-dire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la connaissance humaine et on l'a concentrée, on l'a anonymisée et on la réutilise. C'est le principe qui est à l'œuvre actuellement. Ça veut dire qu'il n'y a aucune connaissance. Alors, vous voyez, c'est ici, il y avait les bigrammes.
ici, et vous avez un encodage et un décodage, mais ça se fait automatiquement avec des réseaux de neurones formels. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ce que c'est, mais bien sûr, on regarde tel mot dans tel contexte, il est traduit de telle façon, et bien dans un contexte analogue, il va être traduit à peu près de la même façon, et à ce moment, on va se dire, maintenant, si on se retrouve dans le même contexte, on va le traduire de cette façon. Les gens qui ont fait ça sont des gens très, très étonnants parce que ce sont des gens qui ont expliqué que tout ce qui était connaissance linguistique, je vous ai dit, on a commencé par le transcodage, ensuite on a mis de la connaissance linguistique et ensuite on a fait la traduction statistique. Et il y a entre autres quelqu'un qui s'appelle Frédéric Jelinek, qui était chez IBM, qui dans les années 80 donc, a poussé ces principes de traduction statistique, et il a eu cette phrase extraordinaire, il a dit plus on fait de la statistique, moins on met de connaissances linguistiques, moins on met de syntaxe. C'est bizarre pour nous. Moins on met de sémantique, moins on met de pragmatique, meilleurs les résultats sont. Donc sa phrase emblématique, c'est Every time I fire a linguist, the performance of our speech recognition system goes up. Il faisait ça pour la reconnaissance de la parole, mais c'est exactement la même chose pour la traduction automatique. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé des techniques de corrélation, mais on a pris différentes techniques d'apprentissage et depuis 2010, on utilise les techniques les plus modernes qui sont l'apprentissage profond. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer ce que c'est que l'apprentissage profond parce que c'est un tout petit peu long. La profondeur de l'apprentissage profond, il faut bien comprendre que ça n'est pas quelque chose d'extrêmement profond. C'est simplement des réseaux de neurones qui sont mis en couches et c'est simplement que le nombre de couches est plus important. La chose que je voulais rappeler ici, parce qu'on parle de traduction automatique, c'est l'origine de l'apprentissage. Vous vous souvenez peut-être que l'un des pionniers de l'informatique, Alan Turing, a en 1950 écrit un article qui a fait date, qui porte sur les machines intelligentes. Il n'a pas inventé l'intelligence artificielle parce que le terme a été introduit plus tard, après sa mort, en 1955, il est mort en 1954, mais il a eu l'idée très tôt qu'une machine pouvait être intelligente. Et dans l'article en réalité, il a écrit deux articles auparavant, mais dans ces articles, il se dit, mais qu'est-ce que ça voudrait dire qu'une machine est intelligente? Et il se pose plein de questions, il répond à plein d'objections à l'idée qu'une machine est intelligente, mais il y a un point qui me semble extrêmement important, c'est qu'il dit, si on veut faire une machine intelligente, il faut bien sûr, l'intelligence, c'est beaucoup de choses, et en particulier la perception, le langage, etc. Et si on met une machine et qu'on demande à quelqu'un est-ce qu'elle est intelligente, il va voir la machine et puis il dira elle ne ressemble pas à un homme, donc elle ne doit pas être très intelligente. Donc il s'est dit, ce qu'il faudrait, c'est qu'on trouve des tâches qui se dégagent le plus possible de la prégnance du monde physique. Et à ce moment-là, il a imaginé 4 types de tâches qu'on pourrait faire effectuer à une machine qui serait intelligente, ou en tout cas qui ferait illusion dans les échanges qu'elle aurait avec un homme. Alors, ces 4 types de tâches, c'est d'abord le jeu, en particulier le jeu d'échecs. Et la première version d'ailleurs du test de Turing, c'est avec un jeu d'échecs. Il se dit, on va faire jouer une personne contre une autre par le réseau, et ensuite on va remplacer la personne contre laquelle il joue par une machine. S'il se rend compte de rien, ça veut dire que la machine est intelligente. La deuxième tâche qu'il a imaginée, c'est le dialogue. Et ça a donné le test de Turing tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, je n'insiste pas là-dessus. On va revenir sur le dialogue tout à l'heure parce qu'on va voir que c'est un problème extrêmement délicat. La troisième tâche, c'est la traduction. Il se disait qu'effectivement, on pouvait faire de la traduction automatique d'une langue dans une autre. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans notre domaine. Et puis, autre chose, c'était la cryptographie, qui voyait d'ailleurs comme une forme de traduction, enfin, de décodage de texte. Et dans tous ces cas, il a vu très tôt qu'il y avait une nécessité d'utiliser des techniques d'apprentissage qui acquéreraient des connaissances sur le monde. Et ensuite, il a donné quelques pistes pour l'apprentissage. Je ne vais pas les développer ici. Les réseaux de neurones ne sont qu'une des pistes d'apprentissage qu'il donnait. Il y a bien d'autres techniques d'apprentissage, mais je n'insiste pas là-dessus. Maintenant, je voudrais revenir un peu, puisqu'on m'a demandé de faire un peu la synthèse, enfin plus exactement de porter un regard rétrospectif sur la journée, et donc je voudrais poser un certain nombre de questions. Alors la première chose, on a parlé de la formation des traducteurs. Je prie de m'excuser, je l'ai écrit à la volée, donc il y a une petite faute d'orthographe, désolé. Formation des traducteurs, mais ceci étant, l'absence de S est peut-être significative, parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de traducteurs. C'est exactement la question, c'est-à-dire que le paradoxe des formations des traducteurs ou
des futurs traducteurs à la traduction automatique, c'est qu'on forme ces gens à l'usage de machines qui les rendent inutiles. Et donc, on a, je crois, une question qui est extrêmement intéressante. Alors, on va essayer de voir s'ils seront vraiment inutiles. En réalité, la question, c'est visiblement pas d'avoir une machine qui automatise complètement la traduction. Donc, la traduction automatique porte mal son nom. En réalité, je crois que ça a été dit tout à l'heure, ce sont des outils d'assistance à la traduction. Alors, ces outils d'assistance à la traduction, ils sont nombreux. On a parlé d'outils comme DeepL, mais il y a des outils d'assistance à la traduction qui existent depuis pas mal de temps. Ce sont tous les dictionnaires en ligne. Ce sont quand même des outils très, très précieux, bien sûr, pour aider à traduire. Alors là, ce qui est important, c'est d'abord de voir quelles sont les applications de la traduction. Vous voyez qu'il y en a plein. On a dit les sites web, les problèmes de formation, le fait de rendre ses écrits plus accessibles, mais surtout les outils d'aide à la traduction. Donc, on a vu effectivement la traduction, mais il y a plein d'autres outils, et en particulier tout ce qui est mémoire de traduction, tout ce qui est outils de révision. Je crois que tout ça est extrêmement important et que dans le futur, les techniques d'assistance à la traduction, à mon sens, rendront des services considérables, mais il faut vraiment les penser en regard du travail du traducteur. Autrement dit, on voit trop souvent la machine comme un substitut à l'homme, or que en pratique, les techniques d'intelligence artificielle sont plutôt des partenaires et il faut essayer de déterminer exactement leur place. Il n'empêche bien sûr que ça pose des problèmes sur le métier de traducteur, si je reviens à la diapositive précédente, parce que ça veut dire qu'il va y avoir le travail va être beaucoup plus rapide et donc on aura peut-être moins besoin de traducteurs dans le futur. Donc tout ça donc sont des questions. Alors maintenant je voulais revenir sur le pharmacone qui a été évoqué tout à l'heure par un des auteurs. Donc il a cité Stigler, mais qui lui-même a pas mal emprunté à Jacques Derrida, qui lui-même avait cité Platon, puisque c'est dans la pharmacie de Platon qu'on nous entend parler du pharmacone. Donc c'est l'idée que l'écrit, c'est à la fois un remède et un poison. Et de la même façon, on pourrait dire que l'ordinateur, dans beaucoup de tâches, c'est un pharmacone, et en traduction automatique, c'est certainement vrai, c'est à la fois un remède et un poison. Donc c'est une très belle image, je crois qu'il faut la garder. Mais tout d'un coup, ça m'a fait penser à une autre image qui me semble beaucoup plus pertinente, puisqu'on parle de la langue. C'est un autre auteur qui a parlé de la langue, c'est Ésope. Vous vous souvenez, il a dit que la langue, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses. C'est un peu, on pourrait dire la même chose de la traduction automatique, c'est la meilleure et la pire des choses d'une certaine façon. Et alors, ça me conduit à une autre question qui porte sur les limites de la traduction automatique, et en particulier tout ce qui est de l'ordre de la traduction littéraire, la traduction de l'humour. Alors Ésope justement était un grand humoriste. La traduction de l'humour peut-elle être automatique? Alors ça sont des questions, je crois, qu'il faudrait poser, et certainement les tests justement pour les gens qui enseignent la traduction, s'ils veulent savoir si les élèves ont traduit eux-mêmes le texte, peut-être qu'il faudrait qu'ils leur donnent des textes humoristiques à traduire. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est jamais facile, mais en tout cas, je crois que c'est très intéressant. Alors ça me conduit à une autre question qui a été évoquée tout à l'heure par Christian Tremblay, ce sont les difficultés avec la traduction automatique, et donc il a dit effectivement, il faudrait être capable et c'est ce qu'il nous a montré, de regarder différentes traductions d'un même texte. Alors pour ça m'a fait penser à un travail qu'on a fait il y a un certain nombre d'années avec une étudiante en thèse qui a terminé sa thèse là-dessus, qui a regardé les différentes traductions d'Homère. Alors ce n'étaient pas des machines qui avaient fait ces traductions, ce sont des hommes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que dans l'histoire, les traductions sont extrêmement différentes. Et donc, ça peut être des traductions du grec en français, mais il n'empêche qu'on a des parties près. Donc, les traductions sont la différence des traductions, d'abord, elle est normale, mais en plus, elle est révélatrice souvent d'un certain nombre de choses. Par exemple, à une époque, il y a des formules qui sont ce qu'on appelle les formules annulaires, c'est-à-dire des espèces d'incantations où on répète la même chose, et des traducteurs, par souci de rationalité, nous ont dit tiens, on va éliminer ce qui est répétition, parce que c'est un peu comme c'est pour allonger le texte,
puis il y en a d'autres ensuite qui se sont dit non, 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 c'est tout à fait essentiel parce que c'est à travers ces répétitions que l'on saisit un sens qui nous échappe si on prend juste l'aspect traduction. Donc tout ça, je crois, est vraiment intéressant parce qu'on retrouve ces questions-là avec la traduction automatique. Alors maintenant, je vais revenir à la solution qu'a proposée Christian Tremblay parce qu'elle m'a évoqué quelque chose de très intéressant. J'ai travaillé il y a quelques années sur un outil qui faisait de la traduction monolingue. Et ici, vous voyez, c'est une utilisation de cet outil qui a été faite par Rudolf Marer, un linguiste suisse. Il a pris deux incipits d'un roman de Luc Lang, le premier roman d'auteur, et L'autoroute paru du même auteur ailleurs. Et donc là, bien sûr, il aligne et il voit les similitudes et les différences. Et c'est ce que fait mon outil, c'est qui permet de faire ça. Alors cet outil, je l'avais développé pour ce qu'on appelle la génétique textuelle, c'est-à-dire savoir comment les auteurs transformer leur propre texte au cours du processus de création, éventuellement, comment ils réutilisent un texte à une autre étape de leur carrière. Et lorsque j'avais publié là-dessus, un chercheur français, mais qui vit au Canada, qui travaille en traduction statistique, m'avait dit « mais ça m'intéresse parce que je vais utiliser ça pour améliorer les traductions automatiques ». Alors, quelle était l'idée? C'était un peu ce que vous proposiez, c'est-à-dire que vous prenez votre texte en français, vous avez votre outil qui le traduit en anglais, ensuite vous faites la traduction en anglais, vous le remettez en français, et puis ensuite vous alignez les deux versions en français. Donc voilà un peu quelques idées de réflexion, quelques pistes sur l'amélioration de la traduction ou l'évaluation des traductions automatiques. Je voulais, là encore, revenir sur la notion de chatbot qui a été évoquée tout à l'heure, parce qu'on a eu une discussion assez large sur le sujet. Je crois que ce qui est important, on nous a dit, Claire Larsenard nous a dit, les enjeux sont des enjeux technologiques parce que des sociétés comme Tesla souhaitent améliorer leur système de reconnaissance d'images. Certes, et l'idée, bien sûr, c'est d'accélérer l'échange avec les êtres humains. Il faut savoir que, par exemple, quelqu'un comme Elon Musk souhaite développer les interfaces cerveau-ordinateur pour pouvoir rentrer en contact plus rapidement avec la personne. De même, Mark Zuckerberg investit beaucoup sur les interfaces cerveau-ordinateur. Donc, il y a cette idée de rapidité. Mais derrière, il y a un enjeu financier énorme qui est, avec ces dispositifs, de faire ce que les économistes appellent de devenir propriétaire du maillon terminal de la chaîne de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avec Booking.com, vous avez vu que les hôteliers, au début, ils étaient très contents parce que on remplissait leurs hôtels. Et puis ensuite, ils se sont rendus compte qu'ils étaient asservis par les outils du numérique parce que c'était eux qui faisaient la loi et qui leur imposaient des pourcentages extrêmement importants. Mais c'est exactement la même chose aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle autant de sociétés privées s'intéressent au chatbot. Vous avez, là, on a Amazon, mais Google a le sien, Apple a le sien, etc. C'est parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir une prééminence sur l'ensemble du marché. Alors, quelle est l'idée? Il y avait la pub de Siri, c'était « ça va être cool, vous allez pouvoir commander votre pizza de chez vous ». Mais en réalité, ce que ça veut dire, c'est si vous commandez votre pizza, ça a l'air sympathique, mais ça veut dire que la restauration de proximité, elle existera toujours, mais elle sera sous la domination de ces acteurs qui feront la pluie et le beau temps et qui en plus prendront des marges non négligeables sur chaque plat que vous commanderez. Donc vous voyez, ce sont des enjeux vraiment, des enjeux économiques énormes qui sont derrière ça. Alors, deux questions qui se posent, la question de la censure qui a été évoquée tout à l'heure, qui est vraiment important, c'est une question de souveraineté parce que ça veut dire que normalement, la censure, c'est à l'État, il y a des lois, et en France, elles sont très claires, on l'a vu dernièrement avec l'histoire abominable de Samuel Paty parce qu'un certain nombre de gens se sont dit, il faut imposer à ce que les réseaux sociaux censurent un certain nombre de choses. Et donc, à ce moment-là, on a réfléchi, vous vous souvenez de la loi Avia qui avait pour objectif justement d'imposer que les réseaux
réseaux sociaux fassent eux-mêmes la censure, hein, c'est-à-dire que si un internaute leur signale un contenu qui est désobligeant, les réseaux sociaux doivent retirer ce contenu sous peine d'avoir une punition très très forte. Alors, le risque de ça, c'est que effectivement, ce ne soit pas la loi française, ce ne soit pas la loi de l'État qui s'applique, mais que ce soit une loi internationale, la loi de ces grands acteurs de l'Internet, et qui soit encore plus rigoureux que les États, puisqu'ils essayeront de se prémunir et qu'il n'y aura pas de recours contre eux. Donc ça, je crois que c'est extrêmement important dans le futur, c'est qu'on impose que ce soit la loi qui s'applique et que ce soit l'État qui applique la loi. Mais je voudrais raconter une petite histoire qui est intéressante sur ces agents conversationnels. C'est un problème technique. Il se trouve que un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il m'a dit « Vous ne vous souvenez plus de moi, mais j'ai été votre élève il y a 25 ans. » Et cet élève, ensuite, était allé aux États-Unis, et c'est un des concepteurs de Siri. Il s'appelle Luc Julia. Et j'ai discuté avec lui, donc il voulait venir me voir à Paris parce qu'il trouvait qu'il était d'accord avec un certain nombre de choses que je disais sur l'intelligence artificielle. Puis je lui ai dit, mais bon, moi, je suis un peu embêté parce que je ne crois pas que les agents conversationnels vont pouvoir techniquement se développer parce que c'est un problème très difficile. En réalité, il y a deux problèmes qui sont chacun difficiles. Le premier, c'est la reconnaissance automatique de la parole. On fait un peu de dictée automatique sur des mots, mais dès qu'on a des phrases longues, c'est difficile. Et puis la deuxième chose, c'est le dialogue. C'est extrêmement compliqué. On le voit avec tous les outils, et c'est plus difficile que la traduction automatique encore. Parce que c'est l'échange entre les individus. Et lui, il m'a dit, mais en fait, je suis d'accord avec vous. Simplement, il me dit, ce qui est étonnant, c'est que tous les gens qui, comme ils savent que j'ai fait Siri, lui, c'est un spécialiste de la reconnaissance de la parole au départ, les gens se demandaient pourquoi il n'était pas d'accord avec ça. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout quelque chose qui, heureusement, fonctionnera, mais néanmoins, il y a énormément d'enjeux financiers. Alors, je vais terminer en reprenant ici ce que j'avais dit sur le robot Sophia. Donc, vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est une supercherie. Une première supercherie, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle dedans. Ce sont des discours pré-enregistrés. On nous a dit que c'était le premier robot qui était déclaré citoyen. Citoyen d'Arabie Saoudite. Et là, je crois qu'il y a une question qui, justement, des spécialistes du langage devraient les interroger, parce que qu'est-ce que ça veut dire être citoyen d'Arabie Saoudite? On sait ce que c'est qu'un citoyen français. Un citoyen français, c'est quelqu'un qui va voter, qui exprime sa volonté à certains moments. Mais en Arabie Saoudite, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vraiment une question de traduction. Et donc, effectivement, un citoyen d'Arabie Saoudite, c'est quelqu'un qui fait allégeance à l'autorité. Et donc, on imagine tout à fait qu'on puisse exiger d'un robot qu'il fasse allégeance au pouvoir souverain. Mais ça ne veut pas dire qu'il puisse s'exprimer. Et on imagine mal, effectivement, un Android, quelle que soit sa qualité, qui soit capable de voter. Pourquoi? Parce que voter, c'est étymologiquement, c'est lié, ça vient de votif, c'est vœu, c'est exprimer une volonté. Et bien sûr, on est extrêmement loin de ce genre de choses. Et donc, je crois que, comme conclusion de cette journée longue sur la traduction automatique, je crois qu'il faut vraiment être très attentif aux malentendus sur les mots, sur la langue. Et justement, ça montre bien d'abord que la traduction est affaire difficile, mais aussi que lorsqu'on parle de traduction automatique, souvent il y a des confusions. C'est plutôt de la transcription automatique qui peut rendre des services assez considérables. On voit que les résultats sont assez impressionnants, mais bien sûr, si on veut vraiment obtenir quelque chose de lisible, si on veut vraiment communiquer d'une langue dans une autre, à ce moment-là, je crois qu'il faut toujours qu'il y ait un travail humain qui se fasse sur le texte traduit. Et donc, ça veut dire que dans le futur, il faudra compléter
ces outils de traduction automatique d'un ensemble d'outils d'environnement de la traduction automatique pour aider au mieux les traducteurs, pas pour supprimer leur travail, peut-être pour rendre moins fastidieux, bien sûr que pour traduire des notices techniques, hein, les outils de traduction automatique sont certainement meilleurs que la plupart des traductions qu'on lit, donc ça c'est plutôt positif, mais je crois que à terme, hein, il faudra qu'il y ait cette réflexion-là, et bien sûr puisqu'on est dans l'Observatoire européen du plurilinguisme, hein, il faut espérer que la traduction automatique soit un encouragement, hein, au multilinguisme, hein, et soit pas, hein, ce qui se produit trop souvent aujourd'hui, une réduction effectivement du monde à une seule langue, hein, qui serait la langue pivot de tout, et donc qui ferait que les traductions seraient toutes des traductions des différentes langues vers l'anglais, et éventuellement, quelquefois, de l'anglais vers les différentes langues, mais en général, hein, vers un anglais extrêmement appauvri. Voilà, j'espère avoir aidé, hein, à conclure cette journée. Est-ce que vous avez des commentaires à partir de cela? On peut applaudir. Merci beaucoup de cette conclusion, Jean-Gabriel Guénacha, parce que c'est vraiment une conclusion. Je crois que tout le monde peut applaudir. Moi, je l'ai fait avec mon petit système, là. Voilà. Donc, puisque c'est une conclusion, je dirais, il n'y a strictement rien à ajouter. Simplement, je pense qu'on est allé au maximum de nos capacités d'enregistrement par rapport à mon abonnement à Zoom. Et donc, on va très très vite s'occuper de découper tout ça, parce que bien sûr, on ne peut pas écouter 10 heures d'enregistrement, mais en tout cas, on va le faire de manière de rendre accessible toutes les communications le plus vite possible, parce que j'ai vraiment le sentiment que c'était un très très bon colloque. Je suis vraiment à remercier tous les intervenants et aussi tous les participants qui ont été là, parfois toute la journée, en tout cas, qui ont été bien présents. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, à bientôt. Au revoir. Voilà. Et à bientôt. Merci. Et merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci. Et bravo pour tout. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Bye. Merci, au revoir. Gis revido.